Nous sommes dans la cour des casseurs de pierre. On voit encore les contours de leurs abris. Cette cour a été choisie pour les exécutions des leaders de 1916 à cause de la hauteur des murs. Ils ont tous été fusillés par un peloton d'exécution à l'endroit où se trouve la croix. On était en pleine Première Guerre mondiale et 180 000 Irlandais se battaient dans l'armée britannique. Ils s'étaient engagés pour soutenir les petites nations et on leur avait promis que dès la fin du conflit, l'Irlande bénéficierait d'une certaine autonomie au sein de l'Empire. Les meneurs du soulèvement de 1916 étaient beaucoup plus réalistes. Ils soupçonnaient le Royaume-Uni d'utiliser les Irlandais comme chair à canon et ils étaient persuadés qu'ils n'obtiendraient rien. Ils ont donc planifié une insurrection le dimanche de Pâques, finalement reportée au lundi de Pâques 1916. 1 millier de républicains se sont emparés de Dublin. Ils ont établi leur quartier général à la poste principale et après une semaine de combat contre l'armée britannique, ils ont été vaincus. Ils se sont rendus et le gouvernement britannique a ordonné l'exécution systématique des leaders. Ces hommes n'étaient pas populaires. Quand ils ont été capturés, jugés en cour martiale, puis transférés dans cette prison, ils se sont fait cracher dessus et huer. Les gens d'ici les considéraient comme des fauteurs de troubles. Ils avaient vu leur ville être détruite en moins d'une semaine. Les meneurs de l'insurrection savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Empire. Mais ils se disaient que s'ils étaient exécutés, les Irlandais sortiraient de leur léthargie et n'auraient plus qu'un seul objectif, fonder une république. Les exécutions ont provoqué l'indignation générale. Le soulèvement auquel participaient au début environ 1500 hommes et femmes a été le premier pas vers la guerre d'indépendance. Ce qui s'est passé dans cette cour en 1916 a changé l'histoire de l'Irlande. En 1918, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni organise des élections générales sur l'ensemble de ses territoires. En Irlande, alors toujours britannique, la victoire du Sinn Féin, le parti nationaliste, est écrasante. Londres conteste le résultat et interdit aux Irlandais de constituer leur parlement. C'est une déclaration de guerre. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise qui s'est construite sur les cendres de 1916, passe alors à l'offensive. La guerre d'indépendance est le conflit qui a opposé l'IRA aux Britanniques pendant 2 ans, à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a eu lieu essentiellement dans l'actuelle République d'Irlande. Le Nord était relativement calme, la grande majorité des habitants étaient loyaux à la couronne et refusaient de se battre pour l'indépendance. Ils ne voulaient pas se séparer de la Grande-Bretagne. Économiquement et culturellement, Belfast était complètement à part à l'époque. C'était l'apogée de la puissance et de l'arrogance de l'Empire britannique. Et Belfast et ses environs jouissaient d'une prospérité inconnue dans les autres régions d'Irlande. Il y avait le plus grand chantier naval du monde, les plus grandes corderies, un immense secteur industriel qui était considéré comme la source de revenus du pays tout entier. C'était une région très prospère. En 1921, après 2 années de guerre, le Royaume-Uni soumet un traité de paix aux rebelles irlandais. Sous la menace d'une guerre totale en cas de refus, le Premier ministre britannique Lloyd George et Winston Churchill, alors ministre des colonies, imposent la partition de l'Irlande. Londres garde sous son autorité directe une province constituée des 6 comtés les plus riches de l'Ulster. À majorité protestante, elle est baptisée Irlande du Nord. Au sud naît un État libre, indépendant, constitué des 26 autres comtés. La famille républicaine se déchire. D'un côté, Michael Collins, le chef militaire qui, pour obtenir la paix, accepte la partition. Et de l'autre, Eamon de Valera, le stratège et politicien, inconditionnel de l'indépendance totale, qui entraîne les dissidents de l'IRA dans son sillage. Au terme d'une guerre civile d'1 an, les partisans de la paix ont gagné. L'île reste divisée.
en Irlande du Nord se développe un État protestant, conçu par les protestants, pour les protestants. En imposant la paix, les Anglais ont en réalité semé les graines d'une situation explosive. Je suis née en 1935 à Derry, à la frontière avec la République d'Irlande. Économiquement, socialement et politiquement, nous avons souffert de la partition de 1921. J'ai été élevée dans la foi catholique. On ne nous disait pas que Dieu était amour, mais qu'il nous punirait si on se conduisait mal. Alors, j'ai grandi avec un sentiment de culpabilité que j'ai gardé toute ma vie. Aujourd'hui, je réalise que cette culpabilité a baigné mon enfance. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école secondaire. Et je savais, comme les autres filles de la rue où j'habitais, que j'irais travailler dans les usines de textile, parce que c'était le seul emploi rémunéré pour les femmes à Derry. On fabriquait des chemises, on cousait des étiquettes, faites en Angleterre, mais elles étaient faites ici, à Derry. Il m'a fallu du temps pour m'habituer. Quand je suis entrée à l'usine, à 14 ans, j'ai compris quelle était ma place dès que j'ai mis les pieds dans l'atelier. Sur le mur, une grande photo du roi d'Angleterre nous toisait. Ça m'était totalement étranger. Je suis restée à l'usine jusqu'à mon mariage. Le travail à l'usine était une forme d'esclavage. Et le mariage en était une autre, en tout cas, à mes yeux. Je me suis mariée à 21 ans. Mon père était une exception dans le quartier, car il avait un emploi. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que notre logement nous appartenait. Il tenait à être propriétaire pour pouvoir voter. Seuls les gens qui possédaient leur logement avaient le droit de vote. Chez les républicains, le taux de chômage atteignait parfois 85%, du berceau à la tombe. On naissait en sachant qu'on passerait sans doute toute sa vie sans emploi, parce qu'on était catholique. À 15 ans, j'ai postulé pour un boulot dans un garage du coin. Ça a été ma première confrontation avec la discrimination. La première question qu'on m'a posée lors de l'entretien d'embauche a été « Quelle école avez-vous fréquenté ?» Quand je leur ai dit « l'école catholique », l'entretien a été terminé. Ça ne m'a pas alerté. J'ai pensé qu'ils n'aimaient pas mon allure. Je suis rentré chez moi et j'ai dit à mes parents que ça ne s'était pas très bien passé. Ils ont compris les raisons politiques sous-jacentes, mais ils n'ont pas essayé de m'endoctriner. Ils m'ont dit « tu trouveras autre chose ». Et ça a été le cas. La plupart des femmes avaient un enfant chaque année parce qu'on ne savait pas faire autrement. Le contrôle des naissances était interdit. J'étais catholique, et même si ça avait été permis, j'étais totalement ignorante. Le mot contraception ne faisait même pas partie de notre vocabulaire. Dans la rue où j'habitais, il y avait 56 maisons et 300 enfants. La première fois que j'ai rencontré un catholique, j'avais 17 ans. J'en avais sûrement déjà croisé en ville. Mais dans mon enfance et mon adolescence, tous mes amis, à l'école et en dehors, ceux avec qui je jouais ou que je fréquentais, étaient tous protestants. Ma mère avait une vision assez simpliste des choses. C'était la même chez les protestants comme chez les catholiques. Ça marchait dans les deux sens. Eux, c'est les méchants, nous, on est les gentils. À l'usine où elle travaillait, tous ses amis étaient protestants. Elle rencontrait rarement des catholiques. Quand on grandit exclusivement dans une communauté sans avoir de contact avec l'autre, on a vite fait d'accepter les idées reçues et de nourrir des préjugés sur l'autre camp.
C'est vers cette époque que j'ai commencé à réaliser combien il était dur de vivre dans une ville où on n'avait aucun droit. Tout ce que je pouvais faire, c'était écrire. Alors j'ai écrit au médecin de mon quartier qui était de la communauté unioniste. Il est venu me voir parce que je lui avais dit combien il était difficile de vivre dans notre maison. Il est arrivé à l'heure du déjeuner. Il n'y avait pas assez de place dans notre petite cuisine pour qu'on puisse tous y manger. Alors on s'asseyait dans l'escalier avec notre assiette sur les genoux. Je lui ai dit, regardez, on est tellement à l'étroit qu'on est obligé de manger comme ça. Ça a marqué la naissance d'un groupe appelé l'Association des locataires que j'ai formé avec mes voisins. Je crois que cette association a donné aux gens de l'espoir et un but. Parce que jusqu'à ce moment-là, on était littéralement à genoux, on restait passif, sans rien faire pour remédier à la situation. En Irlande du Nord, la majorité protestante est unioniste. Elle veut le maintien de l'union avec la Grande-Bretagne. Elle a mis en place un système politique qui prive les catholiques de leurs droits les plus fondamentaux. Mais à la fin des années 60, la minorité catholique se réveille et organise de grandes marches pacifiques. Elle veut de meilleurs logements, elle veut de meilleures conditions de vie, elle veut les mêmes droits civiques. Je me rends compte que j'étais vraiment naïf quand j'étais très jeune. Je croyais qu'en manifestant pour nos droits civiques, avec des arguments irréfutables, d'une logique si évidente, l'État dirait « Vous avez raison, on n'avait pas compris le problème. » Ou si seulement vous aviez demandé. Ou il est peut-être temps de changer. C'était la réponse que j'attendais. À la télévision, en noir et blanc, je voyais les événements de Selma, en Alabama, les marches pour les droits civiques aux États-Unis, les manifestations étudiantes en France et en Allemagne. Les médias les présentaient comme des soulèvements populaires, des revendications pour l'égalité, pour la justice, pour être entendus. Je les ai imités, comme des milliers d'autres jeunes. Je croyais qu'il suffisait de défiler pour faire réagir les autorités locales. Elles ont réagi, mais comme elles l'avaient toujours fait depuis la création de l'État, elles ont répondu par la violence. We have film showing police using violence. Is there any justification for this? It was only when they started to force their way through that the police found it necessary to draw their truncheons and to take positive action to stop them. And I think they did it with great tact and discretion. Ça s'est terminé par le siège du Bogside à Derry. Les forces de l'État et des loyalistes ont mené des attaques massives. Au début, on se battait à main nue. Et quand la police protestante a ouvert le feu à la mitraillette, on n'avait que des bouteilles et des pierres pour riposter. On n'était pas de taille à résister. J'étais un adolescent à l'époque. Plusieurs de nos rues ont été incendiées. Des gens ont été tués. D'innombrables personnes ont été blessées par balles. Le quartier grouillé de loyalistes et de policiers. Pour moi, en 1969, c'était ma communauté contre leur communauté. On se battait pour défendre le statu quo. On faisait partie du Royaume-Uni, c'était ce qu'on voulait. On n'aspirait pas à changer la situation, mais à la préserver. Alors que les républicains voulaient le contraire. Desecrated by Republicans.
Those that have cursed our flag have cursed our queen and are out to destroy our country. And I want to say that we are determined as ever to resist the Republicans. Paisley n'était pas le premier, mais il est certain qu'il a joué un rôle central. Je me souviens de son émergence en tant que force politique au début des années 1960. Il a été l'une des étincelles qui ont mis le feu aux poudres. Je ne dirais pas qu'il a rendu les combats inévitables, mais il a largement contribué à nous conduire à l'effondrement et à l'éruption de violence, qui est devenue la norme dans nos rues. À l'époque, on considérait Ian Paisley comme le sauveur de la nation. Il a vite bénéficié d'un large soutien. Il incarnait une forme d'unionisme plus agressive. Bien des gens pensaient qu'il allait défendre l'Irlande du Nord contre les assauts de l'opposition et sauver l'État unioniste. Je n'ai jamais apprécié Ian Paisley. C'était juste un pasteur évangélique d'extrême droite qui avait vu une opportunité. Je ne dis pas qu'il ne croyait pas en ce qu'il faisait, mais il a allumé beaucoup de feux et exacerbé la haine. Au début des affrontements, ces prêches ont poussé beaucoup de jeunes à la violence. Beaucoup se sont retrouvés en prison. If we do this, then our enemies will be confounded, the lying tongues will be silent, and the Ulsters shall remain firm to the very end. Quelque chose a changé en 1969. Les manifestations ont laissé place aux fusillades, puis aux bombes, puis à un conflit qui a duré plus de 30 ans. Ça a été le plus long de l'histoire irlandaise. Mon plus ancien souvenir, c'est un groupe de vieux messieurs armés de bâtons en bois. Ils disaient qu'ils étaient de l'IRA et ils tentaient d'organiser la défense d'un quartier qui allait être attaqué. Je dois souligner que si l'armée du salut, en 1969, avait eu des armes, les gens auraient rejoint ces rangs. Les gens rejoignaient des organisations parce qu'ils croyaient que c'était le seul moyen de défendre leurs amis, leurs familles ou leurs voisins. Ce n'est que beaucoup plus tard que le mouvement républicain a commencé à s'intéresser sérieusement à cette masse de gens, à les politiser et à les organiser. À ce stade, les républicains étaient en mode défensif. Ils édifiaient les défenses de leur quartier contre les attaques de l'État ou des loyalistes. Pendant toute l'année 1970, le mot d'ordre était « Renforcez vos défenses, réarmez-vous, regroupez-vous, entraînez et recrutez du monde ». Cela nous a valu l'arrivée de l'armée britannique. Non pas pour nous protéger des excès de l'État, mais pour protéger l'État face à la résistance du peuple. Quand on était un jeune de 15 ans en jean et aux cheveux longs, les soldats britanniques vous considéraient immédiatement comme suspect. On ne pouvait pas aller au bout de la rue sans se faire arrêter et coller au mur, bras et jambes écartés, pour être fouillé. Juridiquement, le Special Power Act nous ôtait tout moyen de défense. Je me souviens d'une patrouille de soldats anglais. J'allais avoir 16 ans, et chaque fois que je les croisais, ils me faisaient des signes, comme ceci, et la fois suivante, comme ceci. Je ne comprenais pas pourquoi. Et soudain, j'ai réalisé qu'ils comptaient les jours jusqu'à mon anniversaire, où j'aurai l'âge légal d'être arrêtée. Et à 4h30 du matin, le jour de mes 16 ans, j'ai été arrêtée
et emmenés dans un centre de détention pour être interrogés. Je me suis engagé après cette période. Et quand l'IRA est passé à l'offensive, on a participé à de très nombreuses batailles, que ce soit des émeutes ou des combats de rue. Dans nos quartiers, les combats à l'arme à feu duraient des heures. On se battait constamment, tous les jours, en particulier après la mise en place des camps d'internement, en août 1971. De très nombreuses personnes ont été arrêtées, toutes de la communauté républicaine et nationaliste. Elles étaient détenues sans procès, et les effectifs de l'IRA ont augmenté de manière spectaculaire. À partir de la fin 1970, début 1971, l'IRA a attaqué de front les forces britanniques, les forces loyalistes et la police. Le Bloody Sunday a tout changé. Ce jour de janvier 1972, les associations de défense des droits civiques ont manifesté pour protester contre les internements sans procès. Mon mari m'avait dit de rester pour m'occuper du bébé. Il est allé à la manifestation avec les aînés, Peter, Donna et Liam, et je suis restée à la maison avec les 6 autres. Au moment du Bloody Sunday, je venais juste d'avoir 16 ans. Au début, les informations étaient confuses. Et puis elles se sont précisées petit à petit. Et comme les communautés étaient à couteau tiré et qu'on n'allait à l'école qu'avec des gens de son propre camp, il était impossible de savoir comment les catholiques vivaient la situation. Il y avait plein de soldats, des régiments de parachutistes et d'autres unités. On savait qu'ils n'étaient pas là pour nous dire bonjour. Ils étaient là pour briser le mouvement des droits civiques et ils ont refoulé les manifestants. J'ai entendu les tirs. Je suis sortie dans l'arrière-cour. Je pensais que c'était des balles en caoutchouc. Et puis j'ai écouté. On apprend à distinguer les balles en caoutchouc des balles réelles. Là, j'ai su que c'était des balles réelles. Three hours after the procession began, this has ended up, as dusk comes onto the Bogside, as the worst ever confrontation between the army and the Catholic people of the Craigan and Bogside. I would say there are probably about 4 dead at this moment. I don't know what those are doing, whether they're alive or dead, but they seem to be very dead, and they're thrown in as if they were dead meat. Colonel, once the paratroopers went into the Bogside, there seemed to have been a very large number of casualties. Well, I suppose large, 5 is quite large in these circumstances. It's unfortunate. But when we got up there, past William Street, here where we're standing, and up towards Rossville Flats, we came under fire. We came under fire from the bottom of the flats, from the flats. We were also petrol bombed, and some acid, in fact, was poured on us from the top of the flats. Local people are saying that you used excessive force when you went in there. Well, what is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. You have no worries about this action? None at all. Les tirs ont fait 33 blessés et 13 morts. L'armée britannique a tenté de diaboliser les victimes en disant qu'elles étaient armées, qu'elles avaient des grenades sur elles.
Mais les images diffusées à la télévision ont prouvé que c'est bien les soldats britanniques qui ont commencé à tirer et à tuer. Je détestais l'armée britannique à ce moment-là. Je la haïssais comme la plupart des gens. C'est très difficile de se débarrasser d'une haine pareille. Il m'a fallu de nombreuses années, je ne suis pas sûre d'y être parvenue. Même l'accent anglais me hérisse. Comme après l'exécution des leaders de 1916, l'horreur suscitée par le massacre du Bloody Sunday va réveiller la rue irlandaise. À Dublin, le soir même, une foule compacte met le feu à l'ambassade de Grande-Bretagne sous le regard indifférent des policiers irlandais. Au nord, dans les quartiers nationalistes de Belfast et de Derry, les nouvelles recrues de l'IRA se comptent par centaines. On y trouve des jeunes, des ouvriers, des chômeurs, des pères et des mères de famille. D'une force de défense de la minorité catholique, l'IRA se transforme en armée de libération nationale. Désormais restructurée et équipée militairement, l'armée clandestine va rendre coup pour coup aux Anglais. Ce n'est qu'après le Bloody Sunday que j'ai décidé de m'enrôler dans la Fianna Éireann. C'est l'organisation des jeunes de l'IRA. Le type qui m'a recruté m'a dit « Quand tu rejoins l'IRA, tu peux être sûr de deux choses. Soit tu finiras en prison, soit tu te feras tuer. Et parfois les deux. » J'ai rejoint l'IRA fin 1970. Le choix de m'engager dans la lutte armée n'a pas été difficile. Nous étions comme arrachés à notre quotidien par une lame de fond de l'histoire extraordinaire et très puissante. À l'époque, bien sûr, je ne savais pas qu'un de mes fils faisait partie de l'IRA. J'aurais dûu savoir, et au fond de mon cœur, je savais sûrement que mes enfants soutenaient le mouvement républicain et l'IRA. Mais une mère ne veut pas penser à ces choses-là. J'avais tellement peur. Ça a commencé petit à petit avec une bombe incendiaire ici ou là. Chaque fois que l'armée britannique lançait un raid, l'IRA exerçait des représailles sur les entreprises du centre-ville qu'elle associait aux politiques gouvernementales. Il y avait un aspect économique, car le coût des réparations et des assurances incombait au gouvernement britannique. Si vous venez détruire nos maisons, nous détruirons le centre-ville où vous avez vos entreprises et vos bureaux.
Je me suis engagé dans les forces de sécurité en 1976 et j'y suis resté plus de 30 ans. À l'époque, on estimait que c'était notre devoir. J'étais jeune et je voulais faire quelque chose pour mon pays. C'était une période dangereuse. Pour nous, ces événements étaient une attaque frontale contre notre mode de vie, nos traditions, notre pays, notre État. J'avais 15 ou 16 ans au début des années 1970. Certains de mes camarades de classe ont rejoint l'UDA, l'Association de défense de l'Ulster, l'un des groupes paramilitaires qui ont vu le jour dans les années 70. Eux aussi déclaraient que c'était pour défendre la communauté, pour protéger le quartier contre l'IRA. Well, we hope there is no civil war, but if there is a civil war, well, then we'll just... Are you ready for this civil war? We're ready for it. You're not afraid? Not afraid, no. Les membres de l'IRA ne portaient pas d'uniforme. Ils n'avaient pas IRA tatoué sur le front. Alors s'ils venaient de la communauté nationaliste, d'un quartier nationaliste, c'était qu'ils soutenaient l'IRA ou qu'ils en faisaient partie. C'était pareil dans leur camp. Ils venaient chez nous pour poser des bombes dans les pubs fréquentés par des protestants, civils ou paramilitaires. Sans uniforme, rien ne les distinguait. Alors pour nous, tout nationaliste était une cible. J'ai tiré sur un catholique et j'ai été arrêté. Il a survécu et j'ai été condamné pour tentative de meurtre. J'ai été arrêté alors que je cambriolais une banque à Belfast. On avait besoin de renflouer les caisses de l'IRA. Pendant qu'on était en train de dévaliser la banque, les flics sont arrivés en nombre. Il y a eu une fusillade. On a été arrêtés et incarcérés sur le champ à la prison de Long Kesh. Le 1er mai 1978, les soldats ont défoncé la porte et ils ont arrêté John. Il avait 17 ans. Ils sont revenus vers midi et ils ont pris Patrick, qui avait 16 ans. Ils les ont emmenés tous les deux. Je me souviens de la date, parce que c'était le 1er mai et l'avocat était introuvable. Il y avait un groupe de loyalistes appelé les bouchers de Shankill. Ils enlevaient les gens pour les tuer. On racontait des choses horribles sur la façon dont ils les assassinaient, avec des couteaux et des machettes. On a attaqué le pub où ils se trouvaient. Et j'ai été arrêté. J'ai été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité dans les cages de Long Kesh. Quand je suis arrivé à Long Kesh, on aurait dit un camp de prisonniers de guerre. L'agencement ressemblait beaucoup à celui du camp de La Grande Évasion, le film avec Steve McQueen. Mais les membres de l'IRA avaient le statut de prisonniers politiques. Les prisonniers républicains étaient jusqu'alors considérés comme des prisonniers de guerre. Ils bénéficiaient du statut politique, avaient le droit de porter leurs propres vêtements et n'étaient pas soumis au travail carcéral. Mais en 1976, face au soutien grandissant dont jouissent les républicains, le gouvernement britannique décide de changer de stratégie et cherche à criminaliser leur combat. Il leur retire le statut politique et transforme le camp de Long Kesh en une prison ultramoderne, les H-Block. Au cours du conflit, près de 25 000 combattants de l'IRA auront été mis en prison. Il faut bien comprendre que pour les Britanniques, la politique des H-Block, la criminalisation des prisonniers républicains et par extension de leur combat, était une stratégie pour briser la lutte pour l'indépendance. Les gens auront toujours tendance à soutenir un combat politique qu'ils estiment juste. Mais si on arrive à leur vendre la thèse du complot criminel, ils seront moins enclins à le défendre.
300 ou 400 personnes, pour la plupart des hommes jeunes, étaient détenues dans les H-blocs de Long Kesh. Les conditions étaient déplorables. Les prisonniers ont lancé la No Wash Protest, la contestation par la saleté. Ils maculaient les murs de leurs cellules, de leurs excréments, et ils dormaient par terre sur un matelas, enveloppés dans une couverture. C'est pour ça qu'on les appelait les Blanket Men. In this improving atmosphere, those with different beliefs and aspirations understand that if this community is to survive and prosper, they must live and work together in friendship and forgiveness. Every visitor here is surprised that normal life goes on. I look forward to the day when we may return to enjoy, with the people of Northern Ireland, some of the better and happier times, so long awaited and so richly deserved. I just feel like crying. I think she was lovely. And we're proud to be British, and we're proud she's our queen. The demonstration on through. Please keep the road clear for the demonstration. On a compris qu'on ne pouvait pas négocier avec ces gens-là. Ils ne croyaient pas qu'on irait jusqu'au bout pour les forcer à réagir. Alors on est passé à la grève de la faim. On a eu une confrontation violente avec le conseil militaire de l'IRA, qui était totalement opposé à ce type d'action. Étant donné la nature éminemment politique de ce qui se passait, ils étaient persuadés que les Britanniques laisseraient mourir les grévistes. On leur a simplement répondu « Vous avez une autre solution ? Vous voyez un autre moyen ?» On avait tout essayé. Il n'y avait pas d'autre option. Et ils ont fini par accepter. Finalement, il y a eu 2 grèves de la faim. La première en 1980 a été suivie par 7 prisonniers durant 53 jours. The whole system in Northern Ireland, both special arrest, special court system without jury, has proved to us beyond all doubt that these courts are set up. They convict men just to convince people that we are criminals, which we are not. We are a product of the political troubles in Northern Ireland at this moment. I am not urging them to go on hunger strike. I am urging them not to die. I am urging them to choose the way of life and not the way of death. Le gouvernement britannique a promis d'introduire un régime carcéral plus souple et les prisonniers ont mis un terme à la grève. Les autorités ont triomphé et se sont convaincues que personne n'était prêt à mourir. Ça a déclenché la seconde grève de la faim menée par Bobby Sands. On a décidé que si un gréviste de la faim mourait, il serait remplacé par un autre. Le but était de démontrer clairement que s'il ne négociait pas avec les premiers grévistes, il en viendrait d'autres. Ça ne s'arrêterait que lorsque les Britanniques affronteraient le problème. We asked Michael Allison, Northern Ireland Minister with responsibility for prisons, if there was any way out. We will not make any concessions to blackmail, and if they are fighting for a great issue of principle as they see it, political status, then they are banging their head against a brick wall. But if they are in a muddled way saying we want better prison conditions, well then this is a different story. I mean, we have done a great deal along those lines already. We were
Là encore, environ 80 volontaires se sont mis sur la liste. Pour donner une idée de l'état d'esprit de gens comme Bobby Sands et des autres grévistes, 1 ou 2 jours avant le début de la grève, on assistait à la messe du dimanche matin à la cantine et il m'a demandé qui j'avais prévu pour le remplacer. T'inquiète pas pour ça, je lui dis. Concentre-toi sur la visite de ta famille demain, pense à toi et ne t'inquiète de rien, tout va bien. Il insiste, non, tu dois y réfléchir sérieusement. Moi, d'ici 2 ou 3 mois, je ne serai plus là. Tu dois savoir ce qui va se passer, qui sera le suivant. Je dis, écoute, si tu veux savoir, c'est Joe McDonnell. Il réfléchit une seconde et il fait, c'est un bon choix. Il ne te laissera jamais tomber. Et dans le même souffle, il ajoute, c'est qui le mec qui a du tabac? What happens when one of them dies? Well, he dies. He's carried out in a coffin. Le 8e ou le 9e jour de la grève de la faim, le député indépendant de Fermanagh et South Tyrone, Frank McGuire, qui soutenait les prisonniers, est mort d'une crise cardiaque. Le gouvernement britannique a décrété des élections anticipées dans le comté. On a eu l'idée de présenter Bobby Sands. On essayait d'attirer l'attention internationale et on a décidé de mettre Bobby en avant. C'était risqué. S'il perdait ne serait-ce que d'une voix, Madame Thatcher aurait pu dire « Même les vôtres vous rejettent ». There can be no question of political status of someone who is serving a sentence for crime. Crime is crime is crime. It is not political, it is crime. C'est la grève de la faim qui nous a permis de porter Bobby candidat au siège de Fermanagh South Tyrone. À partir de ce moment-là, les républicains ont commencé à envisager le combat politique comme une autre forme de lutte, une autre flèche à leur arc. Sands, Bobby, MTH Block, Parnell, political prisoner, 30,000. 492. But can you see anything now ending the hunger strike? No, I don't. Not up to now. I don't. Mrs. Sands, when are you coming to see your son again? Tomorrow. Tomorrow again. Do you think if he does go into a coma, you would give the authorization for him to be intravenously fed? No, he told me not to. It's a sad thing to say, and I would feel I love my son just like any other mother does, but I wouldn't. I can't. He asked me not to, and I've promised him not to. Bobby Sands has made a choice. It is our opinion that the Irish Republican Army now feel that Bobby Sands is more valuable to them dead than alive, because if he continued to live, he would be an embarrassment to them. Pour moi, Bobby Sands représente aujourd'hui ce qu'il représentait alors. C'était un membre de l'IRA qui menait une campagne d'attaque terroriste violente en Irlande du Nord. Pourquoi aurait-on dû lui octroyer le statut politique? C'étaient des terroristes de l'IRA, condamnés pour les crimes les plus horribles jamais commis en Irlande du Nord. Un meurtre est un meurtre. Malgré son élection comme député au Parlement britannique, Bobby Sands meurt le 5 mai 1981 au terme de 66 jours de grève de la faim. Ces funérailles, auxquelles participent plus de 100 000 personnes, sont couvertes par les télévisions du monde entier. Dans son sillage, 9 autres prisonniers républicains meurent à l'issue d'une grève de la faim. L'intransigeance de Margaret Thatcher aura été totalement contre-productive.
Ceux qu'elle a voulu criminaliser sont devenus des martyrs. Et l'IRA s'est juré de les venger. Ça ne fait jamais plaisir quand des gens se font tuer, même si ce sont des soldats britanniques. Je peux le dire aujourd'hui, à mon âge. À l'époque, j'avais le cœur trop endurci. C'était le seul moyen pour moi de survivre. Il fallait que je me coupe de mes émotions. Quand je regarde en arrière, j'ai essayé, on a tous essayé de dire aux Anglais qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper notre pays. Que les gens d'ici avaient le droit à un avenir, le droit à l'autodétermination. Quand je repense à ma vie, je n'ai jamais eu le droit de décider de mon avenir. Good evening. 4 people are dead and dozens injured after the bomb at the Conservative Party hotel in Brighton. But the IRA failed in what they set out to do. They were trying to murder the Prime Minister and most of the British cabinet as they slept. But Mrs. Thatcher escaped death by minutes. It was an attempt not only to disrupt and terminate our conference, it was an attempt to cripple Her Majesty's democratically elected government. That is the scale of the outrage in which we have all shared. And the fact that we are gathered here now, shocked, but composed and determined, is a sign not only that this attack has failed, but that all attempts to destroy democracy by terrorism will fail. Brighton bombing was an inevitable result of the British presence in this country. Far from being a blow against democracy, it was a blow for democracy. Having said that, I am mindful of the consequences of that action, and I have no doubt the British government will attempt reprisal action and vengeance for the Brighton operation. Pour entrer dans la lutte armée, il faut avoir des valeurs fondamentales. Une Irlande unie ou rien, le retrait de la Grande-Bretagne, la reconnaissance du droit des Irlandais à l'autodétermination, la libération des prisonniers. On ne fait pas la guerre pour un compromis, on se bat pour des raisons profondes et pour des changements radicaux. La politique, c'est différent. La question a été débattue lors de notre congrès annuel. Beaucoup de gens étaient contre le fait que le Sinn Féin se dote d'une stratégie électorale et ont exprimé leur désaccord. Je me suis levé pour parler en faveur de notre politique de participation aux élections. J'ai posé la question. Où est le problème si on prend le pouvoir avec un bulletin de vote dans une main et un fusil dans l'autre? On pouvait se battre sur deux fronts, adopter une stratégie électorale, tandis que l'IRA poursuivrait la lutte armée. Well, our campaign is a political campaign. We're a legitimate organisation. We carry out electoral and politics, constituency politics. We do not ask people to support every iota of everything which we represent. Il est de notoriété publique que j'étais partisan de la lutte armée. Et je n'ai jamais dévié. J'ai toujours été un politique. Je l'étais quand je faisais partie de l'IRA. Mais également dans le sens où j'avais parfaitement compris que pour que des changements se produisent, il était indispensable de fonder un parti politique en Irlande du Nord. Et puis, très franchement, on était conscient que l'IRA avait fait tout ce qui était possible. Militairement, on ne pouvait pas aller plus loin. Il était clair que l'aspect militaire n'était qu'une des facettes de la lutte. C'était un combat politique et la branche armée devait servir à préserver, renforcer, protéger ou favoriser tout progrès politique en notre faveur. La machine électorale du Sinn Féin fonctionne à plein régime.
Les républicains engrangent les victoires aux élections d'Irlande du Nord comme en République d'Irlande. L'état-major de l'IRA envisage une autre voie que celle des armes seules et accepte l'idée d'un dialogue avec l'ennemi. À Londres, l'état-major de l'armée britannique reconnaît son incapacité à vaincre militairement l'IRA et le gouvernement ouvre à son tour la porte au dialogue. Au bout de 25 ans de guerre, apparaissent les contours d'une paix possible. Si l'armée britannique ne pense pas pouvoir vaincre l'IRA militairement, comment l'IRA pense-t-elle pouvoir vaincre l'armée britannique? La réponse à cette question, les hauts gradés de l'armée britannique me l'ont donnée quand ils m'ont dit que le conflit pourrait durer éternellement. Au début des années 1990, avec le soutien total de la direction du Sinn Féin et de l'IRA, j'ai rencontré un représentant du gouvernement britannique pour faire le point sur la situation et envisager la suite. Puis Peter Brook, le secrétaire d'État britannique, a déclaré que le Royaume-Uni n'avait aucun intérêt égoïste, stratégique ou économique à demeurer dans cette partie de l'Irlande. Pour moi, c'était le signal de la fin. On a le devoir, quel que soit son camp, de proposer une alternative. La dénonciation ne suffit pas. S'il existe un moyen pacifique et démocratique d'apporter la justice, il faut le mettre en œuvre. Quand le processus de paix devait-il avoir lieu? Quand ai-je été convaincu que c'était une bonne idée? Je n'ai jamais eu besoin d'être convaincu. Ça a toujours été une bonne idée. And I think what is important about the situation here in Northern Ireland is that we do actually treat each other as human beings, and that we have a very simple choice. We can either carry on with the hatred and the despair and the killing, treating people as if they weren't parts of humanity, or we can try and settle our differences by negotiation, by discussion, by debate. So that's what's important, whether it's with Gerry Adams or with the loyalist people I met or with anyone else. Moi et les autres, on a compris que la violence ne nous faisait pas avancer. On ne faisait que s'entretuer. Et puis il y a eu les accords de paix pour l'Irlande du Nord. Quand j'y repense, je peux dire que j'ai d'abord fait partie du problème et ensuite de la solution. Pendant les négociations, on traitait avec le gouvernement travailliste mené par Tony Blair. Il m'est apparu évident, en discutant avec lui, qu'il reconnaissait que la politique du gouvernement britannique en Irlande du Nord avait une part de responsabilité au moins égale dans le problème. En fait, au tout début de cette semaine historique qui a abouti aux accords de paix, Gerry Adams et moi avons eu une conversation avec Tony Blair. Il avait lu beaucoup d'ouvrages d'histoire sur l'Irlande. Et selon lui, le gouvernement anglais était tout autant responsable du conflit que les autres camps. De la part d'un Premier ministre britannique s'adressant à des leaders républicains, c'était une déclaration fracassante. Cela m'a convaincu que Tony Blair était fermement décidé à résoudre le conflit de manière juste et équitable. I voted yes. It has to be a yes if we want any chance of peace here, and we have to live together and we have to work together, so it has to be a yes. I hope it does, but I don't think it's going to work, because they tried things like this before and it just never really worked. And what are you hoping for? Peace.
Northern Ireland. Do you think it'll happen? Yeah, it should, if everyone cooperates. The percentage votes given at the referendum was as follows. Yes, 71.12%. Nous allons créer une Irlande où nous serons tous égaux, tous fiers de notre identité. Imaginez ce que c'est de vivre dans la peur génération après génération. Peur de la pauvreté, peur de la guerre, peur de ne pas avoir d'identité, peur de parler sa propre langue. Ça a été l'histoire pathétique, la triste histoire de cette petite île. Ça a été notre histoire. Je ne voulais pas que ce soit l'histoire de notre avenir. Nous voulons une Irlande unie et indépendante. Mais nous avons un immense travail à accomplir avant d'y parvenir. Il va falloir convaincre beaucoup de monde, aussi bien dans le Sud que chez les unionistes du Nord. Voilà ce qui nous attend. Au moment du référendum, c'est toute l'Irlande qui est appelée à voter. Au nord, une écrasante majorité s'est prononcée en faveur de la paix. Et au sud, en République d'Irlande, la victoire du oui ressemble à un plébiscite. Désormais, la réunification de l'Irlande est possible constitutionnellement des deux côtés de la frontière. La ratification des accords de paix permet aux Nord-Irlandais de gérer eux-mêmes les affaires locales tout en restant dans le Royaume-Uni et offre à Londres une sortie honorable de ce conflit qui lui a coûté cher, tant sur le plan économique que politique. Certains unionistes considèrent les accords de paix comme une défaite. En réalité, c'est un compromis qui nous entraîne sur une route que nous devons emprunter sans nous être mis d'accord sur la destination. Les unionistes ne sont pas un cas isolé. Il s'est passé la même chose en Algérie ou avec les Afrikaners en Afrique du Sud. Quand un petit noyau de gens administre un territoire pour un pouvoir colonial et qu'il en tire profit, il résiste à tout ce qui peut saper sa puissance. On n'avait pas compris que ce n'est qu'après la fin des violences que la normalité peut s'installer. On ne vivait pas dans une société normale. Paradoxalement, c'était assez drôle. Même les médias n'avaient plus rien à couvrir. Plus d'expéditions punitives, plus d'attentats, plus de découvertes d'explosifs. Un soir aux infos, j'ai même vu un reportage sur le sauvetage d'un chat coincé dans un arbre. D'habitude, ces mêmes journalistes filmaient des scènes de combat et de violence. Toute la société a dû apprendre à être en paix. Mais très vite, le processus de paix est menacé. Le 15 août 1998, à peine 3 mois après le référendum, un attentat à la voiture piégée dévaste le centre de la petite ville d'Omagh, en Irlande du Nord. On dénombre 29 morts et 220 blessés. Cet attentat est revendiqué par des dissidents de l'IRA qui dénoncent une trahison. Pour eux, il ne peut y avoir de paix tant que l'Irlande sera divisée. La bombe d'Omagh n'a pas pour seul effet de rappeler les horreurs de la guerre. Elle montre à ceux qui ont choisi la paix que la route sera longue. Il est clair que les responsables de l'attentat d'Omagh cherchaient à provoquer une tragédie. Ils avaient déjà placé des voitures piégées dans plusieurs villes où des civils avaient eu la vie sauve de justesse. Et puis, leur campagne tenait de la vengeance. Si Gerry Adams devait rencontrer le président Clinton, s'il devait rencontrer Tony Blair, si un événement politique avait lieu, il posait des bombes. Il semblait nourrir une animosité personnelle à l'égard de Gerry Adams pour son leadership et son implication dans le processus de paix. Mais l'attentat d'Omagh a été effroyable.
Il était manifeste qu'ils ne seraient jamais capables de faire peser une pression politique comparable à celle que l'IRA avait imposée. Et la population ne les soutenait pas. C'était très clair. People are asking me for help, and there was one lady, her arms were just hanging off, and I mean, there's nothing I could do, you know, you just felt helpless, you know, saying to them, the ambulance is coming now. Nous condamnons catégoriquement le terrorisme. Le Sinn Féin a adopté un point de vue plus subjectif. Il légitime les actions de l'IRA en disant que les circonstances justifiaient la violence. La situation, la position du gouvernement unioniste justifiait la violence. Mais même si les positions des républicains évoluent et qu'ils déclarent que les circonstances ont changé, les soi-disant dissidents ne sont pas d'accord. Pour eux, la situation justifie toujours la violence. Heureusement, l'attentat d'Oma ne nous a pas fait régresser. Je crois que l'horreur de cet acte y est pour quelque chose. Il a touché toutes les communautés. C'était une attaque aveugle qui a fait des victimes de tous bords. Si leur intention était de nous faire revenir en arrière, ça s'est retourné contre eux. Tout le monde a été atteint et les gens ont compris qu'on ne pouvait pas revivre ça. Le processus ne s'interrompt pas, mais les défis vont s'accumuler. Au premier rang desquels, la libération de tous les prisonniers prévus par les accords de paix. Certains ont été détenus pendant près de 20 ans. Héros pendant le conflit au sein de leur communauté, ils deviennent à leur libération les symboles d'une guerre que tous souhaitent désormais oublier. Le site fait à peu près 145 hectares. Cette partie est encore debout, et l'église aussi. C'est tout. Le reste a été démoli, complètement rasé. Les accords de paix comportaient une clause de libération des prisonniers. Et à la fin de l'année suivante, avant le passage à l'an 2000, tous les détenus étaient libres. Tous ceux qui étaient encore en prison au moment des accords, qu'ils soient condamnés à perpétuité, à 20 ans ou à 10 ans, ont été libérés automatiquement. Mais en cas de récidive, la peine pouvait être réappliquée. Je crois que dans la communauté protestante, au sein de la classe moyenne ou unioniste, comme chez les loyalistes, les ex-combattants n'avaient pas le même statut que leurs homologues de la communauté républicaine. À leur sortie de prison, les républicains étaient tenus en bien plus haute estime. Ils se sont présentés aux élections, ils ont brigué un mandat politique. Ce n'était pas le cas des membres des groupes paramilitaires protestants. Les raisons ne manquent pas. La grande majorité des protestants considéraient toujours la police et l'armée britannique comme les représentants de l'ordre, et non pas les paramilitaires. Les républicains voyaient l'IRA et d'autres comme leurs défenseurs et leurs soldats. Beaucoup d'anciens prisonniers politiques n'ont pas trouvé leur place dans la société après leur libération. Ils ont souffert et souffrent sans doute encore des séquelles du conflit. Dans notre microcosme républicain, nous souffrons des mêmes maux. Alcoolisme, addiction au jeu, abus de médicaments. Les prisonniers républicains et loyalistes se comprennent. Politiquement, ils s'affrontent violemment, bien sûr, mais ils partagent la même expérience de la détention, le même vécu. Ils ont exactement les mêmes problèmes.
Juste ici, c'est Falls Road. On arrive dans le quartier de Shankill. Je m'appelle Noël Large. J'ai été condamné à perpétuité. J'ai passé 16 ans en prison et j'ai été libéré à la signature des accords de paix. J'ai trouvé un boulot à l'interface. C'est comme ça qu'on appelle les murs de la paix qui divisent les quartiers mixtes. J'ai travaillé 14 ans avec un républicain qui habitait Bombay Street, là-bas. Et on a réussi à construire une bonne relation. Le problème, quand deux communautés vivent derrière de grands murs durant un conflit, c'est qu'elles ne communiquent pas. Les gens de chaque camp voient leurs adversaires comme des sous-hommes, des animaux qui font des choses horribles. Quand on a cette attitude, c'est plus facile de se haïr. What about Protestants, Paul? Like them. You don't like them? But you don't know any Protestants, Paul. No. Well, how come you don't like them? Why don't you like them? Because I think it was an ethnic. C'était un conflit ethnique, dans la mesure où la religion constitue une partie de l'identité ethnique d'un individu. Ce n'était pas une guerre doctrinale. Mais si on considère que chaque communauté se définissait par sa foi, on ne peut pas dire que ce n'était pas religieux. Historiquement, la religion a joué un rôle jusqu'à très récemment. Do you know any Catholics, Joanne? Not a single Catholic? Have you ever met one? Have you ever met one? What do you think they're like? What do you think of the Catholics? 1, 2, 3. That's good. My goodness, there's some. Pour la plupart des gens, vus de l'extérieur, c'était une confrontation d'ordre religieux. Mais pour ceux d'entre nous qui ont vécu la guerre et les années qui ont suivi, avec toutes les difficultés qui accompagnent la résolution d'un conflit, je dirais simplement que la religion a eu une influence mineure. C'était bien davantage une question de nationalité et d'identité. Ceux qui sont nés catholiques se considèrent automatiquement comme des nationalistes ou des républicains, et ceux qui sont nés dans la foi protestante se voient automatiquement comme des Britanniques. Un leader loyaliste m'a dit « Je ne suis pas protestant, je suis athée. Je me bats pour la reine et pour mon pays. » When Michael grows up, you expect him to have the same attitudes towards the Queen and towards being loyal to Britain. well, we bring him. That's the way we're trying to bring him up. You know, British standard. But I like to think when he grows up, he'll class himself as British and a loyalist. You know, loyalist is being loyal to Crown, Queen, the Constitution. Do you know what I mean? Les Britanniques ont très intelligemment dépeint le conflit irlandais comme un affrontement interreligieux. Mais si on l'étudie attentivement, on s'aperçoit que ce conflit dure depuis 800 ans et qu'il a pour fondement la propriété de l'Irlande et l'invasion coloniale. La Grande-Bretagne a adopté une stratégie très similaire dans la construction de son empire. Ça commence par la conquête militaire, puis on crée des différences entre une communauté et les autres. Ça s'appelle diviser pour régner. On désigne une communauté pour représenter ses intérêts et on lui accorde une récompense minime, très minime, mais une récompense malgré tout. C'est ce que les Britanniques ont fait en Irlande. L'armée a envahi le pays, puis ils ont amené des Écossais qui vivaient d'une économie de subsistance, à la limite de la famine.
Ils leur ont donné des terres confisquées à la population et leur ont dit « Elles sont à vous, battez-vous pour les défendre ». En réalité, ces gens se battaient pour défendre les intérêts britanniques en Irlande. Aucun républicain ne peut revenir sur 40 ans de résistance armée et dire que tout ce qu'a fait l'IRA était bien. Je n'en connais aucun qui dise cela. De même, les hommes politiques britanniques, si on les mettait au défi, ne pourraient pas défendre certaines actions commises par l'armée britannique. C'est pour ça que la guerre doit se terminer. C'est pour ça qu'elle est mauvaise. In July 2005, En juillet 2005, l'IRA a décidé d'annoncer que la guerre était finie. The leadership of Ogie and Ahern has formally ordered an end to the armed campaign. This will take effect from 4 p.m. this afternoon. All IRA units have been ordered to dump arms. All volunteers have been instructed to assist the development of purely political and democratic programs through exclusively peaceful means. Volunteers must not engage in any other activities whatsoever. This may be the day when, finally, after all the false dawns and dashed hopes, peace replaced war, politics replaces terror on the island of Ireland. I welcome the statement of the IRA that ends its campaign. I welcome its clarity. En décidant de démanteler ses unités combattantes et en acceptant la destruction de son arsenal militaire, l'IRA met un terme définitif à la guerre. Elle permet surtout d'ouvrir en grand la porte du pouvoir politique aux dirigeants du Sinn Féin. L'influence électorale du mouvement républicain ne va désormais cesser de s'étendre, au nord comme au sud. Quand je suis allé en prison à 16 ans, je ne pensais pas voir mes 20 ans. Quand j'ai été libéré à 20 ans, je ne pensais pas voir mes 25 ans. Quand j'ai été libéré à 42 ans en 1998, je me suis dit « Waouh, la guerre est finie. Tu as survécu, contrairement à beaucoup de tes camarades. Ok, maintenant finissons le travail. » Et mon objectif n'a pas changé. Personnellement, je n'ai honte de rien. Je n'aurais jamais rien fait dont j'aurais pu avoir honte. On vous demande de vous excuser, de dire ceci ou cela. Je n'y crois pas. Ce qui est arrivé, on ne peut pas s'attarder sur le passé. Le problème, c'est que certaines personnes s'y accrochent. Et tant qu'elles s'y accrochent, elles font de l'avenir, elles font de la jeune génération les otages du passé. Ian Paisley, le prédicateur fanatiquement anticatholique des années de conflit, est devenu le leader du DUP, le Parti démocratique unioniste. En 2007, contre toute attente, alors qu'il affirmait la veille encore qu'il ne siégerait jamais aux côtés des républicains à l'Assemblée, il accepte de partager le pouvoir avec le Sinn Féin. En prenant ses fonctions de Premier ministre d'Irlande du Nord, il accepte de facto que Martin McGuinness, l'ancien chef de l'IRA, devienne son vice-premier ministre. I can say to you today that I believe Northern Ireland has come to a time of peace, a time when hate will no longer rule,
how good it will be to be part of a wonderful healing in this province. Ian Paisley est l'image emblématique du super protestant de choc. Au tout début, il allait dans les universités et il montrait une hostie en disant « Les catholiques appellent ce biscuit Jésus-Christ ». Voilà un homme qui refusait toute discussion. Un homme qui incarnait tout ce qui empêchait les deux camps de se réconcilier. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a accepté de former un gouvernement avec ceux qu'il appelait ses ennemis. Il y a deux théories. La première est qu'il voulait avoir été Premier ministre avant de quitter ce monde. Et il a réussi. Car à l'époque, Martin McGuinness et lui étaient considérés comme les co-dirigeants du pays. La seconde est qu'il allait mourir. Cet homme regardait la mort en face. A-t-il eu une révélation, comme Saint Paul sur le chemin de Damas? S'est-il demandé ce qu'il avait fait de sa vie? Quel serait son héritage? Ian Paisley et moi avons établi une relation de travail constructive. En fait, nous avons noué une solide amitié. Lors de l'une de nos premières conversations, mémorables, il m'a dit, et je le cite à la lettre, « Martin, nous pouvons gouverner nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin que les Anglais viennent nous dire quoi faire. » Pour moi, c'était déjà un terrain d'entente. Et cette déclaration laissait également transparaître un soupçon de républicanisme, même si Ian a toujours été loyal à la reine Élisabeth. Ian Paisley, avec son sens politique, s'est sûrement dit que puisqu'il fallait partager le pouvoir, autant le faire avec le sourire. Son caractère le lui permettait, mais il l'a payé très cher. En l'espace d'un an, il a perdu la direction de son parti, ainsi que celle de son Église, dont il était le chef de file depuis qu'il l'avait fondée. Oh, I wonder why people hate me, because I'm such a nice man. Avec Paisley, le courant est passé. Mais ce n'est toujours pas le cas avec d'autres leaders unionistes. Quand ce jour arrivera, on entrera dans un processus plus dynamique, irréversible. Je suis convaincu que les progrès sont irréversibles, mais ils se font à un rythme péniblement lent. Paisley représentait les unionistes de base, la majorité. Je ne parle pas des irréductibles, des opposants systématiques, mais juste des gens ordinaires qui veulent vivre en paix, qui se réjouissent de la fin de la guerre et qui savent que c'est le prix à payer. Pour moi, ils sont en avance sur leurs dirigeants. There's been a shooting outside a British army base in Northern Ireland, at Massereen. According to the Ministry of Defence, 2 soldiers were killed and several people wounded when shots were fired from a passing car. But it comes within days of a warning by the chief police officer in Northern Ireland that there was a high risk of violence by dissident Republicans who opposed the political process. The people who are carrying out these activities are people with no support whatsoever within the community. They are small, minuscule, unrepresentative groupings. The peace process will not fail because there is far, far too much support for it on this island. They are traitors to the island of Ireland. They have betrayed the political desires, hopes and aspirations of all of the people who live on this island. And they don't deserve to be supported by anyone. Those dissidents would look at people like Martin McGuinness. Les dissidents reprochaient à Martin McGuinness d'avoir accepté d'être le vice-premier ministre d'un gouvernement décentralisé, ici, à Belfast, et responsable devant la couronne et le Parlement britannique.
Vous êtes payé par Sa Majesté la Reine et votre gouvernement tire son autorité de Westminster, le Parlement britannique. Il est très important de souligner, pour tout le monde, qu'il était hors de question de rester en retrait et de ne pas condamner énergiquement ceux qui emploieraient la violence pour renverser le gouvernement du peuple irlandais. Tout le peuple irlandais, pas uniquement les républicains ou les nationalistes, mais tous les gens qui ont voté en faveur des accords de paix. J'ai toujours été très conscient qu'un vice-premier ministre se doit d'être le vice-premier ministre de l'ensemble de la population. La paix impose que la vérité et la justice soient rendues aux victimes de toutes les violences. Si les républicains ont accepté de participer aux investigations, Londres refuse d'ouvrir ses archives et invoque à chaque fois la raison d'État. La première enquête à aboutir est celle concernant le massacre du Bloody Sunday. Il aura fallu 12 ans pour que Londres, par la voix de son tout nouveau Premier ministre, reconnaisse que les 14 civils tués par l'armée anglaise à Derry en janvier 1972 étaient bel et bien innocents. Order. Statement the Prime Minister. Mr. Speaker, today the Secretary of State for Northern Ireland is publishing the report of the Savile inquiry, the tribunal set up by the previous government to investigate the tragic events of the 30th of January 1972, a day more commonly known as Bloody Sunday. Mr. Speaker, I am deeply patriotic. I never want to believe anything bad about our country. I never want to call into question the behaviour of our soldiers and our army, who I believe to be the finest in the world. Yeah. And I've seen for myself the very difficult and dangerous circumstances in which we ask our soldiers to serve. But the conclusion... Mark, do you trust Lord Savile? Well, I'm always cautious about people within the British judicial system, and I suppose all of these families are too. The whole of the people of Derry have had very bad experiences. Lord Savile concludes that the soldiers of the support company who went into the Bogside did so as a result of an order which should not have been given by their commander. He finds that on balance, the first shot in the vicinity of the march was fired by the British Army. He finds that none of the casualties shot by the soldiers of support company was armed with a firearm. He finds that there was some firing by Republican paramilitaries, but none of this firing provided any justification for the shooting of civilian casualties. Mr. Speaker, the conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt, there is nothing equivocal, there are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. Everybody here knows what happened on Bloody Sunday, and everybody here always knew what happened on Bloody Sunday. And what Savile did was to confirm that in very, very clear terms. And I appreciate the fact that the British Prime Minister apologised for what occurred. Michael Bradley, innocent. Patrick Campbell, innocent. Peggy Deary, innocent. Daniel Les familles des victimes ont encore beaucoup de rancœur. Pour obtenir des excuses ou la reconnaissance de l'innocence de ses proches, il faut se battre durant des années. Les familles du Bloody Sunday en sont la preuve. À la fin des années 80, mon père travaillait sur des affaires dont très peu d'avocats acceptaient de s'occuper. Il représentait des gens des deux camps accusés de crimes terroristes. Mais il est surtout connu pour avoir représenté Bobby Sands au début des années 80, ainsi que des prisonniers détenus dans les H-Block à l'époque, et les familles de personnes qui déclaraient que la police avait l'ordre de tirer pour tuer. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, il a reçu des menaces de mort. The Prime Minister.
With permission, I'd like to make a statement on Sir Desmond de Silva's report into the nature and the extent of state collusion in the murder of Patrick Finucane. Mr. Speaker, the murder of Patrick Finucane in his home in North Belfast on Sunday, the 12th of February 1989, was an appalling crime. On était ici, dans cette maison, dans cette pièce. C'était un dimanche soir. On était tous les 5, il devait être 7 heures. On était à table quand on a entendu un gros bruit qui venait de la porte d'entrée. Tout s'est passé très vite. 2 hommes ont fait irruption dans la cuisine. Ils ont tiré 14 fois sur mon père, 1 fois sur ma mère. Mon père est mort sur le coup. We should be in no doubt that this report makes extremely difficult reading. It sets out the extent of collusion in areas such as identifying, targeting and murdering Mr. Finucane, supplying a weapon and facilitating its later disappearance, and deliberately obstructing subsequent investigations. The report also answers questions about how high up the collusion went, including the role of ministers at the time. Nous sommes toujours persuadés que de nombreux éléments concernant la mort de mon père sont délibérément dissimulés. Nous pensons également qu'à l'époque de son assassinat, il existait une série de preuves qui remontaient clairement jusqu'à Downing Street. Là encore, elles ont été délibérément occultées. La mort de mon père est emblématique de bien des assassinats. Le meurtre de Pat Finucane n'est pas un simple meurtre. C'est l'illustration d'une politique qui a tué beaucoup de gens. There was state collusion in this murder. Now, this itself was a shocking conclusion, and I apologize to the family on behalf of the British government when I met them last year. Je crois que le temps des excuses ne doit venir que lorsque tout le monde sait exactement de quoi on s'excuse. Nous entrons dans une période de paix, même si celle-ci est très fragile. Mais pour moi, notre incapacité à affronter le passé déstabilise le présent. Les gens ne se sentent pas forcément concernés par le processus de paix quand ils n'ont plus leurs proches à leur côté. Car non seulement ils ont perdu des êtres chers ou des amis, mais ils n'ont toujours pas de réponse. Ils ne peuvent pas aller de l'avant tant qu'ils ne savent pas toute la vérité. Le problème, c'est que les deux camps ignorent ce qui s'est passé exactement. Qu'il s'agisse d'actions menées par l'IRA, par les loyalistes, par le gouvernement britannique ou par le gouvernement irlandais. Affronter le passé permettrait au respect et à la tolérance de s'enraciner. En ce moment même, un hélicoptère de la police patrouille au-dessus de nos têtes. C'est un dispositif mis en place pour surveiller les gens qui entrent ou qui sortent du secteur. Actuellement, on attend le retour du défilé, car la parade orangiste a traversé le quartier ce matin. Plus de 3000 défilés ont lieu chaque année en Irlande du Nord. Mais celui-ci est l'un des plus contestés, sinon le plus contesté, parce qu'il traverse une zone presque exclusivement catholique. Well, I'd say there's probably a couple of hundred young ones, a lot of ones not from here. There's a few adult women that I don't recognize from here. At the moment, they're just rubbernecking. There's nothing for them to vent even the frustration at, except the few that's over at Tweddell, which is about 4 guys standing out on the island with the banners and stuff like that there. There's a few standing around, probably no more than a couple of dozen. Here On est dans l'œil du cyclone, pour ainsi dire. C'est surtout une question de territoire. Parfois, on leur demande « Pourquoi voulez-vous défiler là-bas ?» Ils nous répondent «
parce qu'on en a envie, parce qu'on sait qu'on ne sera pas accepté. Leur but, c'est de faire monter la tension. Le prix de la paix paraît trop élevé à bon nombre d'unionistes. Ils sont nostalgiques de la domination protestante qui disparaît peu à peu dans cet État qu'ils croyaient le leur. Pour eux, la référence à tout ce qui se rapporte au Royaume-Uni est sacrée. C'est leur dernier rempart face aux républicains et à leurs victoires électorales. Évidemment, désirer une Irlande unie, quelle que soit la forme de l'État, fédérale, unitaire ou autre, est une aspiration très positive. Vous pouvez l'appeler de vos vœux, y travailler, soutenir cette idée avec vos enfants, votre famille. C'est beaucoup plus difficile pour les unionistes, parce qu'ils tentent de préserver quelque chose qui semble s'éroder avec le temps. Et si toute votre vie politique, toute votre philosophie en découle, vous vous retrouvez dans une impasse, sans rien à espérer. Ma famille et mes enfants sont ma plus grande fierté. Ma culture, mon héritage, mes traditions viennent juste après, avec l'Ordre d'Orange. Je suis très fier d'être orangiste. Mais je ne placerai pas l'orangisme au-dessus de ma famille, et je ne placerai pas ma famille au-dessus de mon Dieu. Ce sont mes médailles de service. J'ai rejoint le régiment de défense de l'Ulster en 1976. Celle-ci représente 12 ans et 6 ans pour la barre. Toutes ces médailles symbolisent 30 ans de service. L'Ordre d'Orange a été fondé en 1795 pour défendre la religion protestante et la foi réformée. Il a pris de l'importance et des loges ont vu le jour dans toute l'Irlande. Quand j'étais petit, l'attitude des unionistes que je connaissais changeait à l'approche du 12 juillet. Mes amis ne me parlaient plus. Ils accrochaient l'Union Jack. Ils allumaient des feux de joie et ils chantaient qu'ils allaient massacrer des catholiques. C'était dingue pour un gamin de voir ça dans le quartier. On nous prend pour une organisation anticatholique, ce qui est absolument faux. Nous sommes pro-protestants. Nous défendons les protestants et la foi réformée. L'Ordre d'Orange n'est pas lié à l'Église. Ce n'est pas la même entité. C'est une autre sorte d'organisation. Et nous nous réservons le droit de porter nos propres jugements, d'avoir nos propres interlocuteurs. Indubitablement, les relations entre les églises protestantes et l'Ordre d'Orange sont très difficiles depuis une cinquantaine d'années. Mais il est impossible de couper le cordon. Il y a bien trop de moments où nos chemins se croisent. Nous sommes dans une salle de l'Ordre d'Orange. Cette plaque a été récemment posée en mémoire d'Ivan Crawford et d'Andrew Beacom, tous deux assassinés par des terroristes de l'Iran. Ils appartenaient à la police royale de l'Ulster et ils ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.
On a suspendu des ornements et des bannières. Ces enfants font partie de notre section junior. Ils sont l'avenir de l'Ordre d'Orange. Si l'Irlande était unifiée, tout irait bien pendant un temps. Mais au bout d'une ou deux générations, nous serions assimilés et nous perdrions notre identité. Et ça nous fait peur. Culturellement, historiquement, traditionnellement, nous sommes un peuple protestant appartenant au Royaume-Uni, pas à la République d'Irlande. L'Ordre d'Orange va devoir s'adapter. Il va devoir se réinventer s'il veut survivre. Toute organisation quasi-religieuse qui détourne les Saintes Écritures pour soutenir sa position de supériorité, de peuple élu, est problématique dans une société. C'est un des points d'achoppement. Et c'est particulièrement vrai en ce moment, durant les défilés et les parades de la semaine du 12 juillet. Certains unionistes s'accrochent à des symboles qui tombent les uns après les autres. C'est grâce à son passé au sein de l'IRA que Martin McGuinness a pu convaincre les réfractaires au processus de paix et amener la majorité des combattants sur le chemin politique. C'est lui, avec l'aval du Sinn Féin, qui accepte de rencontrer la reine d'Angleterre en 2011. L'image de leur poignée de main marque les esprits. Elle n'est pas seulement un symbole fort de la paix entre ennemis d'hier. Elle indique un nouveau voisinage possible entre la Grande-Bretagne et les républicains irlandais. Cette visite était pour moi l'occasion de tendre la main, par l'entremise de la reine, à la communauté unioniste du Nord. N'oubliez pas que la reine avait de nombreuses raisons de ne pas me rencontrer. Et moi de même. Pour elle, il n'existait aucune hiérarchie parmi les victimes. Elle ne faisait pas de différence entre les soldats britanniques, l'IRA, les civils. Sa compassion allait à tout le monde. La reine a serré la main de Martin McGuinness parce que ses maîtres politiques lui ont dit de le faire pour que le processus de paix se poursuive. C'est une autre étape destinée à le maintenir sur les rails. Par ses maîtres politiques, je veux dire le gouvernement britannique et le mien, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les négociations de capoter. Mais Martin McGuinness vise d'autres objectifs. Il le fait par intérêt politique, pour élargir l'influence des républicains et satisfaire son électorat, pour donner l'impression qu'il fait avancer les choses. Ce qui avait motivé ces gestes très symboliques de la part du Sinn Féin et de Martin McGuinness m'a également poussé à solliciter un entretien avec le prince Charles, un homme du même âge que moi, d'un milieu totalement différent, un homme qui a souffert, qui a perdu un proche lors d'une action de l'IRA quand son oncle, Lord Mountbatten, a été tué avec d'autres civils. Cet homme est le symbole du loyalisme. Sa mère et lui, la famille royale, constituent le cœur de l'unionisme. Si la reine est capable de tendre la main à Martin McGuinness et même de dire quelques mots en gaélique, de rendre hommage aux victimes de 1916, pourquoi un unioniste ne le pourrait-il pas? Les républicains sont en passe de voir leurs rêves se réaliser. Le Sinn Féin est devenu le second parti politique en Irlande du Sud et au Nord. La réunification de l'île serait ainsi à portée de main. Mais pour quel avenir? Pour construire quelle société?
Pressés par la population confrontée aux politiques d'austérité qu'imposent Londres et Bruxelles depuis la crise économique de 2008, les dirigeants républicains plaident non seulement pour une Irlande unie, mais pour une république plus juste et équitable. Comme l'avaient fait un siècle plus tôt les leaders du soulèvement de 1916. La réunification des 32 comtés de l'Irlande et la fin de l'implication du pouvoir de Londres sont inévitables. Cela arrivera tôt ou tard. C'est cohérent économiquement et politiquement. Prenez l'Europe, par exemple. La communauté européenne a tendance à considérer l'Irlande comme une seule unité économique. Le pays est trop petit pour qu'il y en ait deux. Il y a parmi les unionistes des gens riches, des entrepreneurs, qui savent qu'il est logique de développer une économie unique sur l'île. Ils veulent faire des affaires dans tout le pays. Ils savent qu'il est idiot que deux économies cohabitent sur un territoire aussi petit que l'Irlande, avec une population aussi peu nombreuse. Ils savent que ça a du sens de les réunir, tout comme la santé, l'agriculture, l'énergie, l'éducation. Il faut un partenariat ouvert. 5 ministres du Sinn Féin font partie du gouvernement. Nous avons autorité sur de nombreux secteurs importants, comme la santé et l'éducation. Le budget est le seul domaine où nous n'avons pas vraiment de pouvoir parce que nous dépendons toujours des subventions de Londres. C'est le prochain grand débat. Ce que j'attends du gouvernement britannique, c'est qu'il trouve avec nous les moyens de gérer nous-mêmes nos affaires, d'obtenir les outils qui nous permettront de bâtir notre économie, sans que les progrès qui sont nécessaires puissent être enrayés par des décisions prises à Londres. Quand les habitants du Nord regardent vers le Sud, ils voient juste le reste de l'Irlande. Quand les habitants du Sud regardent vers le Nord, ils ne voient que la frontière. Et malheureusement, elle est très réelle pour la grande majorité des habitants du Sud. Pour eux, le Nord ne fait même pas partie du pays. Ils parlent de l'Irlande comme d'une entité qui ne comporte que 26 comtés. On est un peu l'enfant anormal que les parents cachent dans le grenier. Je ne vois pas une Irlande unie dans le futur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réel désir de réunification. Il s'agit plutôt d'apprendre à se respecter mutuellement dans le cadre constitutionnel actuel, avec une Irlande du Nord qui reste au sein du Royaume-Uni. Je crois que la réunification de l'Irlande est inévitable. D'autant plus que l'Angleterre et le gouvernement de Londres semblent se désintéresser de l'Irlande du Nord. Ils ont l'air de vouloir se débarrasser du problème le plus vite possible. Ça me rappelle un membre important de l'ancien gouvernement sud-africain. C'était un progressiste qui avait rencontré Mandela et œuvré à sa libération. Il m'a dit: nous avons sous-estimé Mandela. Nous pensions qu'il irait cultiver son jardin, que les prisonniers de l'ANC ne feraient plus de vagues. Pour nous, les Noirs n'étaient pas capables de gouverner. Je suis très optimiste, c'est dans mon ADN. N'oubliez pas que nous luttons depuis plus de 800 ans. Et en l'espace d'une vie, nous avons changé ce pays à jamais. Au début, nous étions privés de tous nos droits. Nous avons vécu un bouleversement historique extraordinaire. Et nous avons apporté des changements radicaux dans ce pays, en particulier dans les 6 comtés qu'on appelle l'Irlande du Nord.
replaced war, politics replaces terror on the island of Ireland. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. I look forward to the day when we may return to enjoy with the people of Northern Ireland